Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Comment donc assurer la confidentialité de l'information? C'est le sujet du présent clip, le suivant traitant de l'intégrité. Ceci dit, la protection de la sphère privée exige une série de précautions d'usage de l'informatique qui vont bien au-delà des simples mesures de confidentialité et d'intégrité des données. Nous y reviendrons dans le dernier clip de ce cours. Avant d'aborder la technologie cryptographique à la base de la confidentialité et de l'intégrité de l'information et de la responsabilité de ses auteurs, nous consacrerons quelques remarques préalables à la disponibilité de l'information. Les mécanismes assurant la disponibilité de l'information la protègent contre les risques de destruction. La principale précaution à prendre en ce sens est de faire régulièrement des copies de sauvegarde de toutes les données que l'on pourra utiliser pour redémarrer un système au cas où lui-même serait mis hors d'usage ou si ces données qu'il renferme étaient détruites. Une telle sauvegarde peut être physique, auquel cas le système est généralement arrêté et ses disques sont copiés un à un sur des bandes magnétiques. Plus communément, cette sauvegarde est logique, auquel cas les fichiers ayant subi des modifications sont régulièrement recopiés sur d'autres disques, voire d'autres machines, sans interrompre le système qui en a la garde nominale. Encore faut-il décider de la manière la plus appropriée de faire ces copies de sauvegarde. Ceci implique de décider non seulement du nombre et de la localisation des copies, mais aussi de la fréquence des sauvegardes au regard des risques encourus et des coûts de ces copies. Plus souvent on fait des copies et plus longtemps on les conserve, plus cela coûte cher. Il est aussi fortement recommandé de conserver ces copies sur un ou plusieurs sites distants pour éviter qu'elles soient détruites par un accident affectant le site principal dans son ensemble, par exemple une catastrophe naturelle ou une attaque physique massive. Mais bien entendu, faire des copies à distance demande un réseau et entraîne des coûts supplémentaires. Pour des raisons de protection de la sphère privée, on devrait par ailleurs sauvegarder ces copies sur un serveur national plutôt que sur les clouds des géants de l'Internet, Google, Microsoft, Apple, etc., qui sont tous sujets à une législation étrangère, laquelle n'accorde aucun droit aux utilisateurs en dehors de leurs frontières. Ceci dit, à l'époque actuelle où le volume de données enregistrées de par le monde est multiplié par 4 chaque année, faire des copies de toutes les données devient impossible. Malgré le coût en constante baisse des supports mémoire, il devient économiquement insoutenable de faire une, et à plus forte raison plusieurs, copies de collections de données gigantesques. Qui plus est, malgré l'excellente qualité des supports mémoire actuels, la probabilité qu'une erreur matérielle affecte même un seul bit d'information devient significative quand le volume des données à sauvegarder devient gigantesque. Enfin, cette probabilité, augmentant avec le temps à cause du vieillissement du support utilisé, il devient encore plus prohibitif économiquement de refaire des copies sur de nouveaux supports à des intervalles réguliers. L'informatique est donc entrée dans une ère où elle n'est plus capable d'assurer la conservation éternelle de toutes les données. Jamais elle n'égalera la pérennité assurée par la pierre de Rosette. Après cette brève discussion de la disponibilité des données, passons aux techniques de la cryptographie qui visent à assurer la confidentialité, l'intégrité et ce qu'on appelle la signature digitale des données, qui est un mécanisme garantissant leur authenticité et par là même la responsabilité de leur auteur, comme le fait une signature manuelle ou un cachet d'encre ou de cire sur un papier officiel. La confidentialité des données peut être réalisée par des fonctions mathématiques de cryptographie assurant cryptage et décryptage. Partant de la droite du diagramme ci-contre, on fournit à la fonction de cryptage une information confidentielle à sécuriser, ainsi qu'une clé consistante en une chaîne de bits aussi aléatoire que possible. La fonction de cryptage calcule alors un cryptogramme, c'est-à-dire une combinaison mathématique compliquée des bits d'information avec les bits de la clé de cryptage. Si l'on fournit ensuite ce cryptogramme et une clé correspondante à la fonction de décryptage correspondante, celle-ci inverse la transformation mathématique de cryptage et restitue l'information originale
Sans la clé de cryptage, il est pratiquement impossible de décrypter un cryptogramme. Il existe deux grandes classes de mécanismes de cryptage des données. Tout d'abord, ceux basés sur des algorithmes qui utilisent des clés de cryptage symétriques. D'autre part, ceux qui sont basés sur des algorithmes utilisant des clés de cryptage asymétriques. Les algorithmes cryptographiques symétriques utilisent une seule et même clé pour le cryptage et pour le décryptage. Cette clé doit donc nécessairement être connue par les deux parties encryptant l'information et décryptant l'information. Elle doit par contre nécessairement rester un secret restreint à ces parties, autorisées, pour empêcher des tiers non autorisés de décrypter une information confidentielle. Les exemples les plus classiques d'algorithmes symétriques sont le XOR, ou Exclusive OR, ou exclusif en français, que nous verrons dans un instant, le DES, le Data Encryption Standard américain, mais universellement utilisé, le triple DES, qui exécute le DES 3 fois d'affilée pour plus de sécurité, et l'AES, ou Advanced Encryption Standard, une invention belge, mais qui a aujourd'hui remplacé le DS, même comme standard américain. Voyons alors comment assurer la confidentialité de l'information par la cryptographie symétrique. Imaginons deux utilisateurs que nous appellerons conventionnellement Alice et Bob, désirant échanger des données via un réseau ou un support mémoire de façon confidentielle, en utilisant un algorithme à clé symétrique secrète. Dans ce cas, Alice et Bob doivent commencer par se mettre d'accord sur une seule clé secrète commune qui leur servira symétriquement au cryptage et au décryptage de leurs échanges. Les algorithmes de cryptage et de décryptage des données sont symétriques, inversent l'un de l'autre et utilisent cette clé pour effectuer une transformation mathématique réversible des données échangées. Ces opérations sont comparables à l'utilisation d'une seule et même clé servant à la fermeture et à l'ouverture d'un coffre-fort. Le cryptage rendant ces données indéchiffrables pour qui ne dispose pas de la clé permettant de rouvrir le coffre. Prenons comme exemple le cas de l'algorithme XOR, ou Exclusive OR en anglais, ou exclusif en français. Comme pour tous les algorithmes, chaque clé secrète est une chaîne de bits choisie de façon aléatoire. Comme tous les algorithmes, le XOR combine chaque bit ou bloc de bits de données qui lui sont soumises avec un bit ou bloc de bits de la clé. La combinaison résultante produit un bit ou bloc de bits de données chiffré. Dans le cas du XOR, le résultat de la combinaison d'un bit de données avec un bit de la clé n'est autre que la combinaison de ces deux bits par un OU exclusif booléen, comme représenté dans la table de vérité ci-contre. Il est donc évident qu'il est impossible de décoder les données chiffrées résultantes si on ne connaît pas la clé secrète qui a servi à les chiffrer. En revanche, si on connaît cette clé, il suffit d'appliquer aux données chiffrées la même fonction XOR pour retrouver les données originales. Comme on peut le voir ici, le problème pratique de tous ces algorithmes symétriques est que la clé doit en principe avoir la même longueur que le message à crypter. Ceci impliquerait donc que pour échanger un message secret, les parties concernées devraient au préalable échanger une clé secrète aussi longue que le dit message, ce qui serait évidemment absurde. En pratique, les parties concernées échangent une clé de longueur limitée, par exemple 1 octet dans l'exemple ci-contre, qui est réutilisé autant de fois que nécessaire pour couvrir la longueur totale du message à protéger. Le problème dans ce cas est la réutilisation d'une clé ouvre automatiquement la porte à ce qu'on appelle la cryptanalyse, qui vise à casser le code en devinant la clé de cryptage. En effet, avec une clé récurrente, la même chaîne de bits en texte clair va toujours donner la même chaîne de bits en texte crypté. Or, dans toutes les langues naturelles, chaque lettre, couple, mot ou autre groupe de lettres apparaît avec une fréquence connue.
Un attaquant pourrait donc utiliser les fréquences auxquelles se répètent les chaînes de bits dans le message crypté pour essayer de déduire quelle chaîne cryptée correspond à quelle chaîne originale et en déduire, directement dans le cas du XOR, la clé secrète utilisée. En pratique, on doit donc utiliser des clés aussi longues que possible pour compliquer au maximum une cryptanalyse. On utilise ainsi typiquement des clés de quelques centaines, voire quelques milliers de bits. Dans le cas d'algorithmes asymétriques, la clé de cryptage et la clé de décryptage sont différentes. La clé de décryptage est privée, totalement secrète et réservée à une seule partie, son propriétaire. Alors que la clé de cryptage est, elle, publique, pas du tout secrète pour personne. Les exemples les plus courants de tels algorithmes sont le RSA, dont le nom est dérivé des noms de ses inventeurs, Rivest, Shamir et Edelman, et les algorithmes basés sur les courbes elliptiques. Si Alice et Bob désirent échanger des données confidentielles avec un algorithme asymétrique, chacun d'eux doit se choisir une paire de clés publiques et privées, liées par une relation mathématique complexe et pratiquement irréversible. Chacun d'eux déclare une de ces clés comme étant publique, l'autre restant privée et partagée avec personne, comme le code PIN d'une carte bancaire. Si Bob veut communiquer des données confidentielles à Alice via un réseau ou un support mémoire, il chiffre ces données avec la clé publique d'Alice, sachant pertinemment bien que seule Alice dispose de la clé privée associée qui lui permettra de les déchiffrer. De la même façon, Alice peut communiquer des données confidentielles à Bob en les cryptant avec la clé publique de Bob, qui est le seul à connaître la clé privée associée pour le décryptage. L'usage d'algorithmes à clé publique peut être comparé à l'usage de coffres-forts qui seraient munis de deux serrures, dont l'une sert exclusivement au verrouillage avec une clé dont n'importe qui peut obtenir une copie, alors que l'autre sert exclusivement au déverrouillage avec une clé dont dispose uniquement le propriétaire du coffre, la clé secrète de déverrouillage ne pouvant en aucun cas être reproduite à partir de la clé publique de verrouillage. L'avantage des algorithmes symétriques sur les algorithmes asymétriques est leur rapidité. L'intérêt principal des algorithmes asymétriques réside dans leur capacité à implémenter des signatures digitales, comme nous le verrons dans le clip suivant.